invité politique en direct ce matin sur ce plateau, c'est Hervé Morin. Avec les municipales à Paris, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi quittent le gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que sortent du gouvernement 2 candidats déclarés aux municipales? Très franchement, ce ne sont pas des piliers majeurs de là, l'action secrétaire gouvernementale. d'État chargé du numérique, c'est ce que je vous dis, qui est quand même une filière d'État, extrêmement importante, et l'autre est porte-parole du gouvernement. Franchement, les secrétaires d'État, c'est pas ça qui bâtit l'architecture d'un gouvernement. Enfin, faut pas se raconter d'histoire. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo et de loin qui est la favorite pour cette élection. Pas de très loin, quand même. Aussi énormément. Il n'y a aucune réserve de voix pour l'instant sur République En Marche. Anne Hidalgo est largement en tête. République En Marche est en forte baisse. Et donc, ils ont besoin de faire campagne. Est-ce que c'est pas au moins une clarification? C'est-à-dire que le président de la République, qui veut des ministres à tremplin, dit si vous êtes prétendant à la mairie de Paris, vous sortez. Est-ce que vous saluez pas au moins la clarification? Non, mais ce que je dis, d'une part, ce ne sont pas des acteurs stratégiques majeurs dans la construction de la politique gouvernementale de tous les jours et qu'ils sortent pour aller faire campagne. Tout ça me paraît tout à fait logique et cohérent. Et je vous dis, ils en ont besoin. Je vous rappelle que République En Marche sur Paris, c'est moins 15% par rapport au sondage de l'année dernière. L'écart avec Anne Hidalgo dans le dernier sondage est de 2 à 3 points. Oui, Il n'est pas si important que ça, mais c'est une élection par arrondissement. Attendez, là, vous racontez des histoires. C'est le dernier sondage. Oui, mais la réalité à Paris, c'est qu'il y a 20 élections. Et que quand vous gagnez les arrondissements de l'Est, qui sont les plus peuplés, vous avez gagné l'élection. C'est ça la réalité. Et donc, en clair, le premier constat, c'est que Anne Hidalgo est très largement favorite. Quand vous y ajoutez son potentiel de voix de second tour. Et le deuxième, qui est aussi très intéressant, c'est que la droite et le centre font un très bon score. Quand vous ajoutez les deux listes, si je puis dire, qui peuvent se revendiquer, on est quasiment à jeu égal. Et donc, on a aussi notre chance dans cette élection. Alors, aujourd'hui, le président de la République se rend à Angers, il va rencontrer des maires, et demain, il déjeune toujours dans le cadre du grand débat avec des maires, cette fois-ci des Hauts-de-France, qu'il reçoit à l'Élysée. Vous êtes quand même beaucoup plaint du fait que le président était très loin des élus. Franchement, là, avec ce grand débat, il a recollé les morceaux. Oui, très franchement, ça nous change de ce qu'on a vécu. Mais la question, elle n'est pas celle-là. C'est pas simplement d'aller voir des maires et de se faire applaudir par 300 ou 400 maires divers droites qui sont présents dans la salle. La question, c'est de reconstruire le lien entre les Français et le pouvoir. Et là, il y a un énorme travail à effectuer. Et puis, derrière cette question, qui est celle que vous évoquez, c'est comment on construit l'action publique dans le pays. Est-ce qu'enfin, on tire les conséquences de l'impuissance de l'État, des dysfonctionnements d'un système centralisé, et est-ce qu'on se met, lui qui est européen, au diapason des autres pays européens, c'est-à-dire dans un système décentralisé avec une autonomie locale importante pour faire en sorte que les politiques de proximité soient adaptées aux problématiques de proximité. Prenons un exemple concret. Est-ce qu'un jour, on va faire en sorte que les régions puissent piloter la politique de l'emploi ? Faire en sorte que nous puissions avoir l'autorité fonctionnelle sur Pôle emploi pour faire en sorte que les régions qui ont la compétence économique, qui ont la compétence sur la formation des demandeurs d'emploi, puissent piloter celles et ceux qui sont au contact des demandeurs d'emploi. C'est ce que nous demandons. Pourquoi ? Pour simplement rationaliser un système dans lequel il y a une multitude d'acteurs et au bout du compte, une perte d'efficacité qui est absolument considérable. Stéphane Vernet. On parle un peu des européennes. Vous êtes allié avec les Républicains pour cette élection. Est-ce que vous pensez que François-Xavier Bellamy va créer la surprise ? Écoutez, François-Xavier Bellamy, d'une part, il fait appel à l'intelligence de nos compatriotes. Il n'est pas sur les mots réflexes. Moi, j'aime entendre quelqu'un que je ne connaissais pas. Hein. Je l'ai beaucoup écouté avant de décider de proposer à ma famille politique de le rejoindre. Je trouve que cette personne apporte un ton nouveau. Il fait appel à l'intelligence et à la réflexion de nos compatriotes. Il n'est pas sur des discours mécaniques comme malheureusement bien souvent on peut les entendre. Et donc j'aime son discours qui est un discours pragmatique. Il y a deux façons d'aborder l'élection européenne, si vous me permettez. Il y a celle d'Emmanuel Macron et de la République En Marche. On raconte une histoire aux Français qui n'est partagée par aucun pays européen. En clair, Emmanuel Macron a fait 2 très grands discours, celui d'Athènes et celui de la Sorbonne. Si vous pouvez me trouver le début du commencement
d'une inflexion européenne liée à ces deux discours, je vous offre je ne sais quoi. En clair, on est dans un schéma où Emmanuel Macron raconte une histoire aux Français qui n'est partagée par aucun pays européen. Et donc, en clair, on évoque des sujets dont on sait qu'il n'y a pas d'écho pour faire évoluer la construction européenne. Et avec, tout de même... mais vous ne répondez pas à ma question. Et donc, il fera combien? De l'autre côté, on a François-Xavier Bellamy qui porte une idée simple. On a besoin d'Europe, mais on a besoin d'une Europe différente. D'une Europe qui bâtit une conjugaison intelligente entre la nécessité de bâtir un ensemble européen qui pèse, mais aussi qui fait sa place aux États-nations. Non mais d'accord, mais le point de bascule, c'est-à-dire le résultat à partir duquel vous considérez qu'il aura réussi, qu'il aura fait un bon score à cette élection. Moi, je suis convaincu qu'il sera quel pourcentage plus près de 20 que de 15. Ah oui, Hervé Morin, actuellement, la vraie tête de liste, c'est qui? C'est François-Xavier Bellamy, dont vous venez de parler? Ou c'est Laurent Wauquiez, qu'on voit quand même beaucoup sur les plateaux? Oui, écoutez, pour moi, ça doit être François-Xavier Bellamy, parce que c'est lui qui sera au Parlement européen, c'est lui qui sera notre chef de file, en quelque sorte. Et derrière cette histoire des européennes et de l'alliance du centre-droit et de la droite, on a derrière ça une exigence, c'est de porter progressivement une alternative au schéma dans lequel veut nous laisser le chef de l'État, c'est-à-dire nous, Français, En Marche ou le Front National. On a un impératif, une immense responsabilité, c'est celle d'être en capacité de construire progressivement une alternative crédible pour nos compatriotes. Et la tête le chef de file du combat de 2022, on verra bien qui c'est. De toute façon, il y aura des primaires, puisque le statut des Républicains impose les primaires. Il y a plusieurs prétendants dont on voit bien les noms, mais moi, ce que je sais, c'est que je ne veux pas que notre pays se trouve enfermé dans un choix dans lequel on veut nous laisser, En Marche ou les extrêmes. On avait dit qu'on parlerait des conséquences du Brexit. J'imagine que vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Oui, éclairez-nous, parce qu'hier à la Chambre des communes, il y avait 8 options sur la table pour les parlementaires. Theresa May qui dit si vous dites oui à un Brexit avec accord, je démissionnerai. Ils ont dit non à tout. Est-ce qu'elle va démissionner? Et est-ce que vous y comprenez encore quelque chose? Il n'y a aucune équation politique permettant de bâtir une solution alternative. La preuve. Bon, ça, on le sait depuis... Du coup, on fait quoi? Depuis le mois de novembre. Alors, à chaque fois, on espérait qu'il allait y avoir une espèce de magie qui allait changer les choses. On voit bien qu'il y a un moment, il faut qu'on en tire les conséquences et que ça ne peut pas durer éternellement. Donc, il y a un moment, il va falloir tirer simplement les conséquences. Donc, voilà, vous, Britanniques, vous ne trouvez pas de solution alternative. On sort et puis, on verra. Je pense qu'aujourd'hui, en cas de hard Brexit, on a à peu près bâti des modèles permettant d'assurer les flux et les échanges. De notre côté, mais apparemment les Britanniques ne sont pas prêts. Les Britanniques, c'est... Sur la gestion de leurs frontières, les Britanniques, c'est pas compliqué. Ils n'ont pas embauché un douanier, ils n'ont pas embauché un vétérinaire. Ils n'ont rien anticipé. Et ils vous disent quelque chose de simple. On importait des produits d'Europe dans des conditions qui étaient sans contrôle il y a quelques jours. Si on sort de l'Union européenne, on continue à importer les mêmes produits, donc on ne va pas s'enquiquiner avec des douaniers et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires. Ça, c'est dans un sens. Europe, Royaume-Uni. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Parce que très clairement, on a aujourd'hui des transitaires, des logisticiens, enfin des transporteurs britanniques qui sont incapables de rentrer dans le modèle douanier. Et donc pour nous, il y a une équation simple, c'est comment on arrive à faciliter les échanges. Je crois qu'on a chacun, sur les Hauts-de-France comme sur la Normandie, réussi à au moins être en capacité d'accueillir les flux qui, demain, arriveront sous un autre modèle.